vous présenter brièvement, Christopher Gérard, vous êtes né à New York, vous êtes licencié en philologie classique à l'ULB. Alors, hasard du calendrier, ceux qui étaient là il y a 15 jours, eh bien, nous avions reçu Rossano Rosi, qui était également, qui est licencié également en philologie classique, voilà. On va rebaptiser peut-être la maison de la francité, maison du latin et du grec, on verra. Alors, outre les collaborations à plusieurs revues, notamment, je pense au Magazine des Livres, ou encore au Carnet des Instants, une revue de la Communauté française, en tant que critique, on vous doit une quinzaine d'ouvrages, Christopher Gérard, parmi lesquels plusieurs romans qui seront abordés aujourd'hui, des romans qui font la part belle à Bruxelles. On peut déjà en citer quelques-uns. Aux armes de Bruxelles, Porte Louise, qui a été publié en 2012 ou 2011, je ne sais plus. Christopher Gérard non plus, 2010. Alors, on a également un ouvrage un peu plus particulier dont on parlera aussi, qui s'appelle Vogel 5 ou La mélancolie du vampire. Donc, des livres qui font, je le dis, la part belle à Bruxelles, aux déambulations à travers différentes, on va dire, différentes facettes de la ville que vous connaissez. À côté des romans, aussi des essais, notamment Colibé, plus récemment paru, je pense en 2013 ou 2014, qui est une forme de journal de lecture. Et puis, récemment, la réédition d'un de vos premiers livres, Le songe d'Empédocle, dont la première publication date, je pense, de 2003. Alors, peut-être une première question plus générale par rapport à Bruxelles. La ville a longtemps, finalement, été oubliée chez les romanciers belges, entre autres. Et puis, petit à petit, Bruxelles a trouvé sa place, finalement, dans les romans, à la fois d'auteurs belges, mais aussi à l'étranger. Alors, est-ce que vous diriez que Bruxelles est, d'une façon, une ville à haute teneur romanesque ? Oui, longtemps, en fait, Bruxelles a été une ville un peu maudite. Ce qui correspond un petit peu à la vision qu'ont de cette ville ses propres habitants. C'est une ville qu'on aime et qu'on déteste à la fois. C'est une ville qui inspire des sentiments très, très mélangés, très complexes, très ambigus. Alors c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, Bruxelles, très longtemps, a été ignorée des écrivains belges, et il a fallu des gens comme Hartmann, très beau roman qui se passe notamment à Ixelles, ou près de l'ULB. Il a fallu Jean-Baptiste Barognan avec Les Papillons Noirs, avec Lord John qui se passe dans le milieu des bouquinistes rue des Éperonniers. Il a fallu le roman de La Grande Roue de Jacques de Decker dans le quartier nord, cet immonde quartier, où il est parvenu, grâce à son talent, à rendre une forme de poésie un peu sordide, un peu glauque, mais c'est une manière d'illustrer ce Bruxelles méconnu. Mais avant cela, il y a eu un trou de plusieurs dizaines d'années où Bruxelles était no man's land. Ça correspond un petit peu aux années 50, 60, 70 de folie américaine, n'est-ce pas? On a américanisé la ville, on l'a défigurée. Bon, ça, j'enfonce une porte ouverte, mais la bruxellisation est un phénomène connu des architectes du monde entier. Donc il y a une sorte de refoulement de Bruxelles, et depuis maintenant, je pense, une vingtaine d'années, Bruxelles revient dans les consciences par une sorte de phénomène un peu mystérieux, et dont j'étais conscient dès le départ de ma carrière littéraire, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à écrire des fictions. Et donc j'ai voulu, évidemment, c'est volontaire, j'ai voulu ancrer mes écrits dans cette ville un peu ignorée, mal connue même de ses habitants, aimée, détestée et regardée parfois d'un peu haut, alors que je pense que oui, pour répondre à votre question, oui, c'est une ville à haute teneur romanesque. Vous êtes, je pense, aussi assez sensible au génie du lieu. Qui dit génie du lieu dit, bien sûr, le génie des habitants qui font la ville, mais aussi de l'histoire de la ville qui
apparaît à de nombreuses reprises, justement, dans les ouvrages. Alors, peut-être quelle strate historique de Bruxelles vous touche ou vous intéresse le plus? Oui, en fait, toute. La ville est le produit d'une histoire, oui, c'est une évidence. Donc, il y a cette Bruxelles médiévale, cette Bruxelles néoclassique, cette Bruxelles espagnole, autrichienne, hollandaise, puis un peu française, pas trop longtemps, heureusement d'ailleurs. Et puis il y a aussi la Bruxelles royale, la Bruxelles de Léopold II, la Bruxelles, l'âge d'argent d'une certaine Belgique, la fin du règne de Léopold II jusqu'en 14, avec l'art nouveau et le néo-gothique d'autre part, qui fait partie pour moi de cette période. Pour moi c'est un héritage, je prends l'héritage en bloc. Et puis il y a la Bruxelles moins amusante, celle de l'Union européenne, avec ces horribles constructions, n'est-ce pas, comme le Berlaymont et autres architectures. Bon, je pense aussi à la Bruxelles un peu paratotalitaire du Mont des Arts, n'est-ce pas, avec ses rêves de sorte de grandeur un peu mussolinienne ou stalinoïde. Mais tout ça... Notamment la Bibliothèque royale. La Bibliothèque royale. Mais tout ça fait partie de la ville et, mon Dieu, je crois qu'il faut prendre ça comme un bloc. On a souvent qualifié les romans de Christophe Gerard d'initiatiques, d'une certaine façon parce qu'ils sont marqués par la quête des personnages, par la quête dans la mémoire, dans le souvenir. On pourrait qualifier Christophe Gerard d'archéologue de la mémoire d'une certaine façon, parce que vous plongez à la fois le lecteur dans les souvenirs de famille, les secrets de famille aussi parfois, mais contrebalancé par justement ces souvenirs et ces mémoires de l'histoire qui viennent et qui s'infiltrent au fil du récit. Et je pense que le mieux est peut-être, pour illustrer ce dosage-là, de commencer avec Port-Louise, qui oscille, d'une certaine façon, entre Bruxelles, d'une part, très présente bien sûr, et Dublin, autre ville qui vous est chère, puisque je rappelle que vous êtes né à New York, de mère d'origine irlandaise, et donc forcément, là, il y a un écho particulier aussi pour vous. Peut-être rappeler en quelques mots la trame du livre. Alors, Port-Louise, en fait, narre le retour à Bruxelles d'une femme qui s'appelle Louise, qui revient dans sa ville natale, si je me souviens bien, parce que j'ai un peu oublié, après 38 ans d'exil. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, en 1972, son père, qui était irlandais, est assassiné à 2 pas de la place Stéphanie. Il est abattu une nuit, il rentrait chez lui. Quelqu'un qui avait une vie un peu complexe, un peu noctambule. Il est abattu, le crime reste impuni, et la petite Louise, qui a 12 ans à l'époque, est exfiltrée et retourne en Irlande. Et 38 ans plus tard, elle revient à Bruxelles pour essayer de comprendre qui fut réellement son père et pourquoi on l'a tué, et qui l'a tué. Alors elle mène son enquête, donc c'est une sorte de pastiche de roman policier, puisqu'en fait les pistes sont froides, 38 ans passés. Elle rencontre des espions, des gens qui ont été en Allemagne pendant la guerre, des gens qui ont travaillé avec les pays de l'Est dans les années 60, enfin toute une galerie de personnages un peu curieux, ambigus. Et ça m'a permis, en fait, ce roman était l'occasion d'abord de faire parler une femme, ce qui pour moi était un exercice intéressant, puisque je ne suis pas une femme, je n'ai pas de problème de genre pour parler moderne, mais ça m'était intéressant en tant qu'auteur de dire, tiens, mais comment est-ce qu'une femme dirait certaines choses et exprimerait certaines émotions, et quelles sont ces émotions que, par exemple, un homme ne ressentirait peut-être pas de la même façon. Il y a une scène qui se passe au Métropole, au bar du Métropole. Donc je me suis aussi un peu amusé, il y a un côté pastiche, et en même temps il y a, comme vous l'avez dit, un aspect initiatique, puisque moi je ne conçois la littérature que comme une métamorphose à la fois de l'auteur, qui est métamorphosé par le texte qu'il rédige, généralement sous la dictée, puisque l'auteur, je pars du principe qu'il obéit, il entend
des voix, un peu comme Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Il transcrit une voix mystérieuse et il s'en trouve métamorphosé. Et l'idéal, à mon sens, c'est peut-être un idéal inaccessible, c'est peut-être un peu outrecuidant de ma part, mais c'est d'essayer de faire en sorte que le lecteur, à son tour, soit métamorphosé et qu'il se trouve meilleur à l'arrivée qu'au départ. Il y a des correspondances entre le lieu et les personnes, c'est évident. C'est ce qu'on appelle le génie du lieu. Vous êtes vous-même métamorphosé par les lieux que vous fréquentez de manière permanente. Je crois que c'est Plotin qui dit quelque part que ce que vous contemplez vous transforme. Donc si vous passez votre vie à contempler la laideur, vous serez transformé dans un sens. Si vous essayez au contraire de résister à cette marée de boue montante et que vous essayez de contempler la beauté, là où elle se trouve, partout où elle se trouve, j'ose espérer, moi c'est mon pari, sans rien de pascalien, j'ose espérer que cela me transformera dans un sens positif. Donc ça, c'est la vision à la fois esthétique et initiatique. On sent à vous lire, je vous lis depuis quelques années, on sent que d'abord une cohérence à travers les différents ouvrages. Je le dis déjà, mais on y reviendra. Cohérence d'abord par la rigueur de l'écriture, une certaine forme de rigueur dans l'écriture que vous avez. Je voudrais qu'on y revienne peut-être après. Mais aussi par ce fait que, justement, les livres de Christophe Gérard se répondent les uns aux autres par le biais parfois de détails, de petites anecdotes. Et là, je sens que, effectivement, vous vous amusez dans l'écriture. Ah oui, non, bien sûr. Et faut s'amuser. Et là, le lecteur, on le sent justement quand on est un peu attentif, quand on s'amuse aussi à essayer de trouver vos petites choses trappes, vos pièges que vous tendez à plusieurs reprises. Moi, je ne suis pas de ces écrivains qui vous disent d'un ton, vous savez, pénible, mon Dieu. C'est terrible d'écrire, je souffre, n'est-ce pas? Ce genre de posture m'exaspère au suprême. Je trouve ça parfaitement ridicule. Si vous n'avez pas envie d'écrire, n'écrivez pas et jouez, allez à la pêche ou collectionnez les Playmobil, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc l'écriture, ça doit être la création en général, doit être un plaisir. Je pense que toute activité humaine qu'on choisit, je précise qu'on choisit d'exercer, doit être un plaisir. Le métier, c'est un bonheur de pouvoir exercer un métier qu'on choisit, et donc on peut, disons qu'on peut avoir un certain plaisir à exercer, ce qui est mon cas, ce qui est le vôtre aussi, malgré les lourdeurs administratives, etc., etc. Mais bon, l'écriture, c'est la même chose. C'est la même chose. Même si parfois, il est clair que pour certains livres, on en paye le prix. Écrire n'est pas un acte anodin. Vous mettez en branle des forces. Les mots ne sont pas uniquement des traces sur du papier, ce sont des puissances agissantes. Donc on ne peut pas écrire n'importe quoi, parce que le livre que vous transcrivez, ce sont des puissances, ce sont des forces. Il y a par exemple dans Port-Louis, qu'on vient d'évoquer, un personnage qui s'appelle Osbert, si je ne m'abuse. Et alors, voilà, et quand on est lecteur, qu'on apprécie un auteur, etc., qu'on le suit, on se rend compte que ce personnage, finalement, il donne son nom à un petit livre publié assez récemment. Il s'intitule Osbert et autres historiettes. Petit bestiaire de Christopher Gérard. Alors, peut-être un mot par rapport à ce livre-là. Et voilà, moi, ça m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup ça. Quand les auteurs font ça, on trouve des liens, des filiations entre les ouvrages. Et là, j'ai été étonné, parce que j'ai relu, bien sûr, je ne m'en souvenais pas, mais en relisant Port-Louis, je dis, tiens, Osbert, ah, mais voilà. Et alors, Osbert, le petit volume ici, c'est un volume de nouvelles, et qui ont tout en commun de mettre en scène des animaux. Donc j'ai voulu faire parler des animaux, après avoir fait parler une femme. Je dis qu'il fallait passer aux animaux, ce qui pouvait être intéressant. Et j'ai voulu donc faire... Attention, après, Christophe Gérard a mis en scène un vampire, donc bon... Oui, oui. Donc des animaux qui regardent les humains,
puisqu'ils regardent ce que j'appelle leurs humains de compagnie, et ils portent un jugement assez sévère, en tout cas très indépendant, sur la gent humaine. Donc il y a un rat d'appartement, il y a un ours d'appartement, il y a un bulldog qui appartient au service secret britannique, il y a un moineau parisien, enfin, etc. Gentle cat. Oui, il y a des chats perdus, qui sont très contents d'avoir été perdus, et un renard aussi. Donc c'était une manière de faire parler des animaux, de parler notamment de la ville de Bruxelles, mais pas seulement à Bruxelles, parce qu'il y a des scènes qui se passent à Londres, à Oxford, à Paris, et surtout de parler des humains, de décrire cette race un peu curieuse, souvent absurde, parfois cruelle, inconsciente, vue de la part d'animaux qui, eux, généralement, ont une sérénité, une distance, une sagesse que nous avons perdue. L'influence, l'imaginaire anglo-saxon Oui. est très présent chez vous. Tout à fait. D'ailleurs, Osbert, c'est un patronyme anglo-saxon. Oui, en fait, c'est un vieux nom roman. Osbert, un très grand peintre français du 19e, un peintre symboliste. Mais oui, Alphonse Osbert, qui est un personnage. Et oui, il y a une influence anglo-saxonne. Bon, ça, c'est une question d'atavisme. Il y a aussi des influences plus germaniques. Mes premiers romans, notamment Le songe d'Empédocle, Maugis, doivent beaucoup à Hermann Hesse ou à Ernst Junger, au romantisme allemand, à Nerval. Nerval est en fait assez présent. Et si on peut diviser le monde entre les Rimbaldiens et les Nervaliens, on dirait que moi je fais partie des Nervaliens. Vous, je sais que vous êtes de l'autre tribu, mais je vous parle quand même. Hein, on se parle quand même. Hein, bon. Mais moi je suis Nervalien en ce sens, ce mystère, la Germanie, une Germanie imaginaire, une Germanie secrète, et donc le monde anglo-saxon qui en est une sorte de prolongement. Mais l'humour, c'est vrai, là c'est plutôt c'est un humour anglo-saxon. Oui, il y a ce atavisme. Avec Osbert, on pense, moi j'ai pensé à la foire aux vanités de Thackeray, avec cet humour, vous me flattez. Ce côté dérisoire aussi face à la fragilité finalement des ambitions humaines, puisque c'est ça, c'est le regard de l'animal sur finalement ces pauvres humains qui essayent de se débattre face à leur... Ouais, c'est le principe de la fable, hein, depuis Ésope. Hein. Mais c'est vrai qu'on a La Fontaine, on a Ésope, on a cette tradition sarcastique, subversive aussi, de faire parler les animaux, puisque les animaux peuvent dire des choses que les humains ne peuvent pas. Notamment dans mon roman vampirique, Vogelsang. Voilà. Là, bon, pour un petit peu annoncer la chose, j'ai décrit un vampire XLois et qui regarde notre civilisation déclinante avec son œil de prédateur, un peu déçu par la qualité descendante du gibier, n'est-ce pas? Enfin, ça, on y reviendra sans doute. Oui, mais alors on peut y venir. Mais le bestiaire, les animaux, les vampires, tout ça, c'est une manière vraiment de regarder son époque sans tomber dans le côté hargneux ou, je veux dire, aigre. C'est ça. Alors ici, et en s'octroyant des libertés qui ne sont plus toujours possibles. Le mythe du vampire, cette créature qui traverse le temps, qui est au-delà du bien et du mal. Mais évidemment, moi, le mythe, c'était un exercice périlleux de reprendre un mythe aussi. Ça peut, c'est casse-cou. Surtout qu'il y a toute une sous-littérature vampirique depuis une quinzaine d'années, avec les séries qui sont vraiment consternantes. Donc j'ai voulu m'attaquer à ce mythe dans un sens un peu subversif, pour un petit peu revoir notre monde moderne par les yeux d'un prédateur qui, lui, est au sommet de la chaîne alimentaire, puisque nous croyons être le sommet, et en fait, au-dessus de nous, au-dessus de Homo sapiens, il y a ce que j'appelle Homo necans. Alors, Homo necans, ça veut dire le tueur, n'est-ce pas? Il y a le surtueur qui est le vampire, qui traverse le temps. Donc ça permet de jouer avec les allusions
hein, temporel. Il y a un vieux vampire là qui se réveille dans leur cache ixelloise, qui se souvient d'avoir combattu sous les murs de Constantinople. Et qui raconte que dans sa jeunesse, il a entendu un vieux vampire lui dire qu'il avait saigné un officier romain. Donc ça permet des jeux sans fin, qui font partie du plaisir de l'écrivain, et puis qui permettent aussi de rendre une densité, une ville. Ce ne sont pas seulement les vivants qui la peuplent, il y a l'importance, il y a la terre et les morts, n'est-ce pas? Les morts sont aussi là, ils ne sont pas partis, ils sont toujours présents dans l'imaginaire. Une civilisation, ça ne se réduit pas à un nombre X d'électeurs. Une civilisation, c'est aussi le passé et l'avenir, les morts et ceux qui doivent venir. Et ça, on l'oublie évidemment, notre vision matérialiste, égalitaire, absolument anti-spirituelle, évidemment, fin d'oublier qu'une civilisation, c'est plus que la somme, qu'une somme d'individus. Non, il y a tout ce qui est venu avant, dont nous sommes les débiteurs, souvent un peu amnésiques et pas très fidèles, et puis il y a ceux qui doivent venir après nous, et à qui nous livrons, il faut bien le dire, une addition qui risque d'être salée et indigeste. J'étais très ému quand j'ai tué mon vampire. Oui. Je vous en êtes remis. Et j'ai dit à mon épouse, tu sais, j'ai tué Vogelsang aujourd'hui, j'étais triste comme tout. Elle dit, mais tu es vraiment fou. Vous savez que Flaubert, à un moment, quand il a tué Emma Bovary, il était dans l'arme. J'ai tué Emma, j'ai tué Emma. Eh bien, moi, j'ai senti un peu la même chose. Il faut que je le tue, comment? Et j'étais peiné, ça m'a fait de la peine, vraiment. Alors que toutes les victimes qu'il saigne pendant tout le roman, là, ça me faisait jubiler. Hein. Oui, donc il faut vraiment... Tue, notamment, il y a deux petites étudiants, style Erasmus, vous savez, des Finlandaises, Erasmus, le genre... il les égorge là dans un parking, ça... Ah, j'ai trouvé ça très... C'était bien. Jubilatoire. Voilà. Vous voyez qu'on peut s'amuser en écrivant. C'est une thérapie. Hein. Voilà. Les armes de Bruxelles, effectivement, on ne l'a pas évoqué. C'est d'une certaine façon le premier livre, le premier volet de ces livres de musardise à travers Bruxelles. Mais là, avec les armes de Bruxelles, on n'est pas dans la fiction, on est plutôt dans un récit d'une balade, d'une promenade à travers la ville, à travers son histoire, à travers les cafés. On rencontre beaucoup de personnages. Alors ça, c'est aussi une question que je voulais vous poser. Il y a beaucoup de références dans l'ensemble de vos livres, des références à des auteurs, à des films, des réalisateurs, à la musique. D'abord, est-ce que c'est une manière pour vous aussi de faire un clin d'œil à une famille d'auteurs qui est la vôtre? Très probablement. Vous savez, tout écrivain digne de ce nom, en tout cas, est un héritier. Il est un lecteur, il a son panthéon personnel, et tôt ou tard, on subit cette tentation de, parfois un petit peu de manière abusive, il faut l'avouer, surtout dans les premiers livres où on veut tout dire. Oui, parce que c'est la question du dosage. Tout est dans le dosage. On a quand même le désir de lancer des ponts, de faire des clins d'œil. Je crois que, en évoluant, on doit un peu restreindre ça pour arriver à une forme d'équilibre. Mais les armes de Bruxelles, évidemment, là, ça faisait partie du projet. Il fallait... En fait, pourquoi est-ce que j'ai écrit les armes de Bruxelles? C'est parce que je ne trouvais pas le livre sur Bruxelles que j'avais envie de lire. Et donc, je me suis dit, je vais l'écrire sous la forme d'une flânerie. Donc, comment ça se passe? C'est un personnage, on ne connaît pas le nom, et qui tient pendant 200 pages une sorte de dialogue intérieur, un dialogue tout mental, avec une femme qui s'appelle Louise. Une femme qu'il a rencontrée de manière un peu brumeuse un matin. Il rentrait tard et il a rencontré cette femme et il en est tombé amoureux éperdument. Seulement, il ne sait pas où elle est. C'est lui qui l'appelle Louise, je ne sais même pas si elle s'appelle Louise. Et donc il explique pendant 200 pages, mais ma chère Louise, quand nous nous retrouverons, nous irons là, et je vous ferai découvrir Bruxelles, parce que je sens que vous êtes étrangère, vous ne connaissez pas la ville, et moi je serai votre guide.
Et je vous montrerai ceci, on ira dans tel musée, on ira voir telle toile, on ira manger des pâtisseries là, on ira manger des frites, on ira aux Armes de Bruxelles, on ira à la mort subite, on ira, etc., etc., etc. Donc c'était le fil rouge de ce récit qui permettait évidemment de passer d'une référence à l'autre. Mais là, encore une fois, je ne voulais pas me borner à un guide sans intérêt, mais je voulais parler aussi des morts, n'est-ce pas? Les poètes, les architectes, les gens qui ont vécu en exil à Bruxelles, parce que c'est une terre d'exilés, des librairies parfois disparues qui ont enchanté nos jeunes années, notamment la librairie Cormand, ou les bouquinistes qui ont, hélas, même depuis 2009, date de la publication des Armes de Bruxelles, qui ont déjà disparu, chez Morel, enfin rue Saint-Jean, tous ces lieux où nous avons passé, enfin, je suppose que vous aussi, nous avons passé des centaines d'heures tout à fait délicieuses. Je pensais qu'il fallait que ce fût gravé à un moment ou à un autre, à un endroit ou à un autre, pour faire rêver les gens après nous. Ça, c'est l'héritage qu'on lègue, n'est-ce pas? Et dans aux Armes de Bruxelles, notamment, je parle d'un endroit que peut-être que vous connaissez tous, au bout de l'avenue Louise, face aux 2 pavillons d'octroi néoclassiques qui donnent sur le bois de la Cambre. Vous avez un petit endroit très peu connu, un petit peu invisible, qui a été... c'est une sorte de petite fontaine en pierre blanche, avec un petit banc de pierre, qui a été édifié, je crois, 20 ans après la mort d'Odilon Jean Perrier, par les Amis du Poète, en 1948, je pense, avec quelques vers du poète qui habitait rue de Fax, donc tout près de l'avenue Louise, et qui a chanté les marronniers de l'avenue Louise. À l'époque, l'avenue Louise, c'était bien avant 58, l'avenue Louise a encore ses allées cavalières, n'est-ce pas? C'est l'avenue Louise de Léopold II, n'est-ce pas? D'une Bruxelles encore royale et magnifique, était une des plus belles villes modernes d'Occident, n'est-ce pas? Une des plus riches en tout cas. Et ce Bruxelles d'avant 14, quoi. Et Odilon Jean Perrier décrit ça de manière très, très émouvante. Il décrit la pluie sur Bruxelles, les jardins de la rue de Fax avec leurs fleurs. Enfin, c'est vraiment un très grand auteur. Je ne sais plus qui disait que c'était notre Rilke. C'est le Rilke bruxellois, le Rilke belge, très grand poète, homme très élégant, côté dandy, puis au destin tragique, puisque mort à 28 ans, à peine marié, il a eu un fils, et puis je crois qu'il a à peine connu son fils, il a à peine vu naître, et puis il est mort d'une maladie de cœur. Et il savait depuis le début qu'il ne vivrait pas très vieux. Il le dit dans un de ses poèmes, je ne chanterai pas très haut, mais je vais tenter de faire l'impossible. Et il a laissé des poèmes et un petit roman curieux, un petit roman surréaliste, Le Passage des Anges, qui est assez curieux, assez mystérieux. Personnage comme une sorte de comète, comme ça, qui passe. Et en rendant hommage à Odilon Jean Perrier dans Les Armes de Bruxelles, c'est aussi une manière de solidarité, d'être solidaire d'un confrère disparu. Je pense que c'est un devoir quasi sacré que vous, comme bibliothécaire, vous connaissez bien, et comme bibliophile aussi, et aussi comme rimbaldien. Donc on passe une mémoire, on fait en sorte on mène une sorte de combat contre le dragon de l'amnésie. Cet oubli, n'est-ce pas, qui recouvre tout. Mais notre rôle aux lettrés, aux lecteurs aussi, aux libraires, il y a tant d'autres, c'est de retarder cet oubli. Je vais, si vous me permettez quand même, parce qu'on a parlé de l'écriture de Christopher Gérard, vous lire peut-être, pour terminer, un petit extrait que j'ai choisi de Porte Louise, assez court, mais qui, à mon sens, reprend un petit peu, en tout cas, qui reprend les thèmes qu'on a évoqués. Cette nuit, mon insomnie m'a mené le long de l'avenue Louise, que j'ai tant de fois remonté avec Charlie pour aller à l'agence. Un jour, nous y avons croisé un homme élégant, vêtu de gris, très droit, ergé. Comme j'étais paralysé par la timidité d'une poussée dans le dos, Charlie m'a obligé à le suivre et nous avons salué le père de Tintin et Milou qui nous a rendu notre salut. Charlie m'a expliqué que ses bureaux se trouvant tout près de l'agence, nous étions en quelque sorte voisins. Le plus souvent, cette avenue, je la contemplais de l'arrière de la coccinelle quand nous y montions tous les trois pour notre promenade au bois.
les tunnels, quasi déserts à l'époque, les hauts marronniers, le bois de la Cambre. Après nous être garés, nous faisions lentement le tour du lac, où maman rencontrait toujours des connaissances dont elle soufflait le nom à Charlie en lui pressant le bras, afin qu'il évitât toute confusion. Lui, il faisait exprès de se tromper, avec l'apparence d'une parfaite candeur. « Bonjour Madame de Porter » au lieu de Madame Roulant. « Bonjour Monsieur Vilchez » au lieu de Monsieur Van de Moortel. Et ainsi de suite. Ce genre de farce l'amusait beaucoup. Pas maman qui a toujours eu peur de tout, des araignées, de la prof de maths, de l'agent de quartier, des rôdeurs, innombrables menaces. Quel couple élégant, mes parents, comme j'étais fier de gambader autour d'eux. Je vois encore maman dans son manteau foncé à gros boutons, au col de velours et ses escarpins vernis. Charlie, tweed d'automne et nœud papillon de soie, resplendissant. Les chaussures, des miroirs, comme toujours. Voilà, ça me semblait un petit peu évoquer justement... C'est une petite fille qui parle de son père, mais voilà. Elle se fait une image à la fois voilà. vraie et complètement fausse. C'est ça qui est amusant, c'est ce regard un peu à la fois candide. C'est ça. C'est la petite fille, c'est une femme de 50 ans, mais qui se remet dans la tête d'une petite fille. Elle croit, Est-ce qu'elle est encore une petite fille? Voilà. On ne sait pas. Hein. Effectivement. Voilà, et pour juste, parce que... oui, Odilon Jean-Perrier, il faut lire. On a parlé d'Odilon Jean-Perrier, je voulais, parce que je suis retombé dessus cette semaine, voilà, juste deux petits quatrains. Chaque jour de jeunesse est doré comme un pain, poursuivons sans vieillir un dialogue humain. Je termine à ces mots l'éloge de Bruxelles, poésie, amitié, mes lois sont les plus belles, ornement du jardin, gloire de la maison, les précieux épis d'une riche saison. Au terme aérien d'un jour sans aventure, entre mes doigts s'achève un ouvrage d'eau pure, et je baisse la voix, comme le soir se fait. Que ma ville repose, elle a dit son secret, voici tout le dessin de son meilleur visage. Voilà. Magnifique. Maison de la Francité.